Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment, de l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle, les progrès de l'astronomie ont transformé notre vision du ciel. L'observation régulière des astres nous a obligés à revoir notre façon de penser le cosmos. Il nous a fallu abandonner les mythes et adopter le regard rationnel de la science moderne. La Terre plate de l'Antiquité est devenue une sphère immobile au centre de l'univers. Puis, au XVIe siècle, Nicolas Copernic propose le système héliocentrique, dans lequel la Terre devient une planète, comme les autres, tournant autour du Soleil. Veux-tu vraiment arrêter le soleil? Je ne fais que lire ce que me disent les chiffres. Mais le modèle copernicien ne révolutionne pas l'astronomie pour autant, car il conserve des conceptions anciennes. Les planètes se meuvent toujours sur des cercles parfaits, supposés être des sphères cristallines. Et l'univers est toujours clos, fermé par la sphère des étoiles. Nous sommes maintenant en 1577. Une comète passe dans le ciel et reste visible pendant plus de 2 mois. À l'époque, les comètes sont perçues comme des émanations gazeuses s'enflammant dans l'atmosphère. Et elles sont souvent interprétées comme annonciatrices de mauvais présages. La comète de 1577 va marquer un tournant dans l'histoire de l'astronomie. Au Danemark, Tycho Brahe est l'astrologue royal. À l'abri du besoin, il fait construire Uraniborg, un château observatoire sur l'île de Hven, le rêve orgueilleux d'un mégalomane excentrique. Grâce aux largesses de son souverain, Tycho Brahe équipe l'observatoire des instruments astronomiques les plus précis de son temps. Rappelons que la lunette astronomique n'existe pas encore, elle apparaîtra en 1609. Tycho construit donc des sextants et des cadrans géants afin de gagner en précision. Il faut plusieurs personnes pour les manipuler et enregistrer les données. Les instruments qu'il invente lui permettent de mesurer avec une précision sans précédent la position des planètes et des étoiles sur le ciel. En 1577, Tycho profite du passage de la comète pour en mesurer sa distance avec la méthode de la parallaxe. L'astronome danois démontre ainsi que la comète se situe bien au-delà de la Lune, contestant le dogme aristotélicien qui fait des comètes de simples phénomènes atmosphériques. De plus, il remarque que la trajectoire de la comète n'est pas circulaire et que sa vitesse varie en fonction de sa distance au Soleil. Les comètes de 1580, 1582 et 1585 viendront confirmer ces observations. Et en 1588, Tycho publie De Mundi Aetheri, ouvrage dans lequel il remet en question 2 points importants de la physique d'Aristote. Les cieux ne sont pas immuables, et les sphères cristallines qui portent les planètes n'existent pas. À la même époque, en Allemagne, Johannes Kepler est obsédé par la quête de l'harmonie du monde et cherche à expliquer mathématiquement la perfection divine. En 1595, alors âgé de 24 ans, il a une révélation lors de son cours d'astrologie. Dieu aurait conçu l'univers en se servant des 5 polyèdres réguliers, symbole de la perfection mathématique, qu'il a intercalés entre les 6 orbites planétaires. Ce qui permet d'expliquer du même coup le nombre de planètes et leur distance au Soleil. En 1600, Kepler est invité à Prague par Tycho Brahe, où ce dernier est devenu l'astronome impérial de l'empereur Rodolphe II. Tycho a besoin de Kepler pour calculer les trajectoires exactes des planètes autour du Soleil. Et Kepler a besoin des données observationnelles de Tycho pour développer ses propres théories sur l'harmonie du monde. Mais la collaboration entre les deux savants, que tout oppose, s'avère difficile. Et voilà pourquoi toutes les planètes tournent autour du Soleil, et la Terre aussi. Vous arrivez chez moi, dans ma maison, et vous voulez m'imposer vos conceptions? Par chance pour Kepler, Tycho meurt 1 an à peine après leur rencontre. 2 jours plus tard, Kepler est nommé mathématicien impérial et se retrouve en possession des observations de Tycho. Il se lance alors activement dans les calculs de l'orbite de Mars, pensant que cela l'occupera 6 jours. Mais il lui faudra finalement 6 ans.
Les calculs de Kepler lui suggèrent que le Soleil est à l'origine des mouvements planétaires. L'astre doit être le siège d'une force qui retient les planètes et les oblige à tourner autour de lui. Les planètes sont paresseuses. Vous comprenez? C'est un peu comme une sorte de tir à la corde entre deux forces. La première attire les planètes vers le Soleil et l'autre les en éloigne. Il découvre alors que la vitesse orbitale de Mars n'est pas uniforme. Les calculs montrent également que les orbites des planètes ne sont pas des cercles, mais des ellipses. Kepler a du mal à accepter cette réalité, car elle met un coup terrible à son idée d'harmonie du monde. Il se console comme il peut, en s'imaginant que Dieu s'est servi des polyèdres pour dégrossir le ciel et fixer le nombre de planètes. Mais c'est un apport énorme pour l'astronomie, car dès que Kepler établit que les planètes suivent des ellipses, le modèle de Copernic fonctionne. En 1609, Johannes Kepler publie les lois qu'il a mis en évidence dans un ouvrage intitulé Astronomia Nova. Il livre une description précise des mouvements planétaires qui rend superflue la notion d'épicycle. Votre Majesté, puis-je vous remettre le premier exemplaire de mon livre L'Astronomia Nova? Mais la découverte des lois expliquant le mouvement planétaire pose de nouvelles questions, et notamment, quelle est l'origine de ces lois? Pourquoi les orbites des planètes sont des ellipses et non des cercles parfaits? Et quelle est cette mystérieuse force émanant du Soleil et que Kepler a pressentie? Quand Galilée meurt le 9 janvier 1642, soit un siècle après Copernic, le rideau de la science peut se lever sur un décor totalement nouveau. De la physique d'Aristote et de l'astronomie de Ptolémée, il ne reste pratiquement rien. La Terre est devenue une planète comme les autres, tournant autour du Soleil sur des orbites elliptiques. L'observation à l'œil nu est remplacée par l'utilisation de lunettes astronomiques permettant de multiplier par 10 la précision. Et des lois scientifiques expliquent désormais les mouvements des astres dans l'espace. En Angleterre, vit un savant à la personnalité complexe. D'un tempérament solitaire, il est également paranoïaque et très autoritaire. Et il ne supporte pas la controverse. Ce savant, c'est Isaac Newton. Pour Newton, Dieu ne peut s'être uniquement contenté de mettre en marche l'univers, comme le suggérait Descartes. Il doit être partout et à chaque instant veiller à la bonne marche des choses. Et lui, Newton, s'est mis en tête de rechercher les vrais et divins mécanismes du monde. En 1680, puis en 1682, deux comètes spectaculaires relancent le problème de la mécanique céleste, déjà soulevé par la comète de 1664. Cette dernière avait beaucoup intrigué les astronomes, car sa trajectoire était rétrograde, c'est-à-dire à l'inverse de celle des planètes. Les savants se posent beaucoup de questions sur les comètes. Décrivent-elles des trajectoires ouvertes ou fermées? Suivent-elles les ellipses de Kepler? Et si oui, une même comète pourrait-elle alors revenir plusieurs fois? Alors que les astronomes butent sur ces questions, Edmond Halley décide de se tourner vers le seul mathématicien capable de régler ce problème, Isaac Newton. Ce dernier lui montre alors une solution complète à toutes ces questions, la gravitation universelle. Mais pour que Halley puisse utiliser ces résultats, il faut que Newton accepte de publier ses travaux. Après plusieurs années de négociations, Newton acceptera de publier les Principia, ouvrage dans lequel figure la célèbre théorie de la gravitation universelle. 180 ans après la mort de Copernic, Newton met un terme à la période de l'histoire de l'astronomie où l'on se contente de reproduire les apparences et ouvre une nouvelle, celle où l'on prévoit les faits avant de pouvoir les observer. Mais surtout, Newton montre que les lois scientifiques que l'on connaît sur Terre sont les mêmes qui s'appliquent partout dans l'univers. Autrement dit, les découvertes scientifiques ont des applications universelles. Pendant ce temps, les empires coloniaux se sont largement étendus. Pour les nations maritimes, comme l'Angleterre, l'Espagne ou la France, il est important de pouvoir naviguer sur les océans avec précision et en toute sécurité. Or, en ce début du XVIIIe siècle, la méconnaissance de la position des navires
fait plus de morts que n'importe quelle bataille navale. Alors bien sûr, les équipages des navires savent s'orienter à partir du Soleil et des étoiles. Mais cela ne suffit pas pour déterminer leur position exacte. L'étoile polaire peut les aider à établir la latitude. Mais pour connaître sa position exacte, il manque encore la longitude, c'est-à-dire la position sur l'axe est-ouest. En pratique, on sait depuis le IIe siècle avant notre ère comment calculer la longitude. C'est le savant grec Hipparque qui avait trouvé la solution. Il faut comparer l'heure solaire de l'endroit où on se trouve à celle de son point de départ. Si la solution d'Hipparque est juste, elle se heurte à un problème pratique. Au début du XVIIIe siècle, il n'existe toujours pas d'horloge capable de conserver en mer l'heure du méridien d'origine avec une précision suffisante. Pour fonctionner correctement, une pendule doit être placée sur une surface immobile. Si on l'embarque sur un bateau, le tangage perturbe son mouvement et il devient impossible de connaître l'heure. Comme le problème de la longitude est un problème horaire, on charge d'abord les astronomes de trouver une solution. Mais contre toute attente, la solution viendra d'un artisan ébéniste. Les astronomes proposent d'utiliser les angles que forme la Lune avec les étoiles les plus brillantes et de les noter sur des tables pour chaque heure de la nuit. Les marins retrouvant ces configurations dans le ciel pourraient alors en déduire l'heure locale. Mais cette méthode dite des distances lunaires est totalement utopique. En effet, au début du XVIIIe siècle, la position exacte des étoiles dans les catalogues n'est pas assez précise, de même que la connaissance des mouvements de la Lune. Alors que les astronomes sont occupés à réaliser de nouveaux catalogues d'étoiles beaucoup plus précis et d'étudier les mouvements de la Lune, l'ébéniste John Harrison réalise pour la première fois une horloge de grande précision dont la compensation thermique est assurée par une double bande d'acier et de laiton, deux métaux dont la dilatation et la contraction s'équilibrent avec les variations de température. Poursuivant ses recherches, Harrison met au point en 1760 une montre appelée la H4 dont la friction est limitée par l'emploi de roues dentées, le tout tenant dans un diamètre de 12 cm et pesant 1,5 kg. Testée en mer à partir de 1762, elle n'affiche que 5 secondes de retard après 80 jours de traversée. Désormais, les navigateurs disposent d'un moyen de déterminer précisément leur position en mer. Au XVIIIe siècle, des lunettes et des télescopes de plus grand diamètre permettent de scruter l'univers de plus en plus loin. En Angleterre, William Herschel et sa sœur Caroline travaillent à l'observation de milliers d'étoiles qu'ils inventorient méticuleusement. En 1781, William repère dans le ciel un objet curieux qui, jour après jour, se déplace par rapport aux étoiles. Avec l'aide d'autres scientifiques, il détermine qu'il s'agit d'une nouvelle planète. Elle sera nommée Uranus. Et c'est une petite révolution, car depuis l'Antiquité, on ne connaissait que 5 planètes en plus de la Terre. Mais surtout, la découverte d'Uranus permet de constater que le système solaire est bien plus grand que ce que l'on pensait, car Uranus se situe 2 fois plus loin du Soleil que Saturne. Sa découverte multiplie donc par 2 la taille du système solaire. Herschel est nommé astronome royal et dispose désormais des moyens financiers nécessaires pour réaliser de très grands télescopes. En 1789, il dispose d'un télescope d'1,20 m de diamètre et d'une longueur focale de 12 mètres. C'est tout simplement l'un des plus grands télescopes de l'époque. La structure reposait sur un immense support en bois, le tout monté sur roulette, qui permettait de faire pivoter le télescope dans toutes les directions. Avec cet instrument, Herschel découvre Mimas et Encelade, 2 des plus grosses lunes de Saturne. En 1877, le rapprochement exceptionnel de Mars par rapport à la Terre va ouvrir l'une des pages les plus incroyables de l'astronomie. À Milan, Giovanni Schiaparelli observe la planète rouge au télescope. Il cartographie la surface et remarque tout un réseau de lignes qui s'entrecroisent.
il utilise le mot italien canali pour décrire ce qu'il voit, ce qui peut se traduire en français par chenaux. Mais lorsque les cartes de Schiaparelli sont diffusées dans le monde, le mot est mal traduit, et chenal est devenu canal, ce qui suggère une origine artificielle. À partir de là, il n'y avait plus qu'un pas pour imaginer l'existence des Martiens. Les auteurs de science-fiction s'emparent du sujet qui devient public. En 1894, aux États-Unis, Percival Lowell, un riche homme d'affaires passionné d'astronomie, fait construire un observatoire dans le seul but d'étudier les canaux martiens. Il réalise alors des globes de la planète rouge sur lesquels figurent plus de 400 canaux. Mais en 1909, les premières photos réalisées par Aimard de la Baume Pluvinel avec le télescope Bayeau du Pic du Midi démentent formellement l'existence des canaux. Au début du XXe siècle, on sait que la Voie lactée est composée de milliards d'étoiles. Et à l'époque, pour la majorité des astronomes, l'univers était uniquement constitué de la Voie lactée, et on ignorait que l'univers pouvait avoir une histoire. Einstein lui-même bâtit ses équations de la relativité en se basant sur un univers statique. Et contre toute attente, ce modèle cosmologique va être remis en cause par un ecclésiastique. Georges Lemaître a la particularité d'être à la fois un homme de foi et aussi un scientifique. Lemaître est un théoricien. En reprenant les équations d'Einstein, il parvient à une conclusion incroyable. Ces résultats montrent que l'univers est en expansion. Alors, la communauté astronomique est divisée. L'univers est-il statique ou en expansion? Edwin Hubble travaille à l'observatoire du mont Wilson en Californie. Il étudie les nébuleuses avec le télescope Hooker de 2,50 m de diamètre. À l'époque, le terme nébuleuse désigne des masses diffuses et lumineuses lointaines. Certaines n'ont pas de forme, d'autres ont des formes de spirale, ce qui laisse les astronomes perplexes. Hubble réussit à déterminer la distance de la nébuleuse d'Andromède. Et les résultats sont sans appel. Elle se situe bien au-delà de la Voie lactée. En pratique, on comprend que certaines nébuleuses sont en réalité des galaxies, semblables à la Voie lactée, et contenant chacune des milliards d'étoiles. Et que les galaxies sont bien plus lointaines qu'on ne le pensait. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. L'univers est plus vaste que ce que l'on pouvait imaginer. Mais Hubble va aller encore plus loin. En étudiant les galaxies, il constate que les plus lointaines ont une lumière qui se décale vers le rouge. Selon lui, ce phénomène s'explique par l'effet Doppler, ce qui signifie que ces galaxies s'éloignent de nous. Mais chose encore plus importante, Hubble remarque que plus une galaxie est éloignée, plus sa vitesse de fuite augmente. Comment interpréter cela? Georges Lemaître a suggéré d'imaginer que l'horloge cosmique fonctionne à l'envers. Si l'univers est en expansion, cela signifie que par le passé, l'univers devait être logiquement plus petit. Reculer suffisamment l'horloge, et les galaxies se rapprochent jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans le passé, tout l'univers se condense dans une boule très dense et très chaude. C'est étrange, n'est-ce pas? Il est difficile d'imaginer que tout l'univers, chaque étoile, nébuleuse et galaxie, chaque atome, électron et proton, toute cette matière puisse se comprimer dans la taille d'une tête d'épingle. Mais pourtant, c'est ce que nous disent les équations et les observations. Lemaître appelle ça la théorie de l'atome primitif. Il pose ainsi les bases de la théorie du Big Bang, une histoire de l'univers qui n'a plus rien de mythologique ou de religieux, mais qui repose uniquement sur les sciences dures. Aujourd'hui, le James Webb Telescope nous livre des images spectaculaires des confins de l'univers. Sur ces images, les galaxies les plus lointaines sont situées à près de 12 milliards d'années-lumière, conformément aux prédictions de la théorie du Big Bang. Et on sait également que le nombre de galaxies dans l'univers se compte en centaines de milliards. Plus les objets sont éloignés, plus nous les voyons dans le passé, le temps que leur lumière nous parvienne. C'est un outil crucial pour la cosmologie. En observant des objets très lointains, nous pouvons les voir dans la prime genèse de l'univers. On pourrait penser qu'avec cette méthode, il est possible de remonter jusqu'au moment du Big Bang.
Mais il y a un problème. À un moment, l'univers était si dense et si chaud que les photons, les particules qui transportent la lumière, ne pouvaient s'en extraire. L'univers était donc opaque. Mais au fur et à mesure qu'il se dilatait, la lumière pouvait s'en échapper. Si nous regardons assez loin en arrière, ce moment dans le temps où l'univers est devenu transparent à la lumière, nous pouvons le voir. Cela s'est produit quand l'univers était âgé de 380 000 ans. C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Le modèle du Big Bang fait également des prédictions sur les éléments que nous voyons dans l'univers. Au début, lorsque l'univers était dense et chaud, seules les particules subatomiques pouvaient exister, c'est-à-dire les quarks, les électrons et les photons. Mais à mesure que l'univers s'est refroidi, pendant une brève période, les particules ont pu s'assembler pour former des éléments plus lourds. Le modèle du Big Bang prédit ainsi l'abondance des éléments chimiques par rapport à l'hydrogène et qui se trouve être conforme à ce que nous observons. De plus, la taille et les formes des grandes structures du cosmos correspondent à ce que prédit le modèle de Big Bang. Pour le moment, ce modèle explique assez largement ce que nous voyons dans l'univers. Mais si notre compréhension de l'univers a beaucoup progressé depuis l'Antiquité, elle reste encore très lacunaire. Les derniers résultats semblent nous indiquer que l'ensemble de la matière visible, celle qui compose les planètes, les étoiles et les galaxies, ne représenterait que 5% de l'univers observable. Les 95% restants seraient composés à 25% de matière noire, dont nous ignorons pratiquement tout, et de 70% d'énergie noire, dont nous ignorons tout également. Voilà qui pose encore de fabuleuses questions, en attendant que la science puisse un jour nous apporter des réponses. Mais que de chemin parcouru depuis l'Antiquité? Au regard de ce que nous avons évoqué dans ces 3 vidéos, on a peine à croire qu'un jour, l'humanité a pu penser que la Terre était plate, qu'elle se trouvait au centre de l'univers, et que cet univers pouvait se limiter à la Voie lactée. Pendant des millénaires, l'humanité a expliqué les phénomènes célestes en invoquant des divinités. Grâce à l'invention du télescope et de machines toujours plus précises et sophistiquées, l'univers s'est révélé être un tout, obéissant à des lois rigoureuses et rationnelles. L'astronomie nous a obligés à repenser notre place dans le cosmos. Et ce n'est sans doute que le début.